Salut, on se retrouve pour cette vidéo. Alors pour aujourd'hui et pour demain, aujourd'hui c'est le réveillon de Noël et demain c'est le jour de Noël. J'ai voulu faire des vidéos un petit peu spéciales. Alors chaque année je me dis j'aimerais bien faire ça, puis au final en général les années d'avant j'avais souvent de l'avance sur les vidéos. Tous les 2 dernières années j'avais des fois jusqu'à 2 mois d'avance sur les vidéos. Donc ça cassait un petit peu la vibe, et là maintenant je suis quasiment, je vais pas dire que je suis en direct, mais quasiment en direct, en tout cas beaucoup plus proche que ce que je faisais avant. Et donc pour cette première vidéo, je vous ai envoyé un mail il y a environ une dizaine de jours, donc je l'ai envoyé sur la mailing list, sur la newsletter, et je vous ai tout simplement demandé de m'envoyer vos questions parce que j'allais faire une grande foire aux questions pour le jour du 24 décembre, donc pas pour le jour de Noël mais pour le réveillon de Noël. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors comment j'ai trié? J'ai mis toutes les questions dans un dossier, et puis ce matin même, voilà, j'ai regardé, il y avait vraiment beaucoup de questions. Donc j'ai essayé de prendre voilà un nombre quand même assez important de questions. Je vais voir si je vais toutes les faire parce que je veux aussi pouvoir y répondre de façon d'une bonne façon. Et voilà, enfin j'ai essayé, j'ai pris un petit peu les questions qui m'inspiraient, les questions qui n'étaient pas trop redondantes, parce qu'il y a des questions c'était un petit peu toujours les mêmes, des questions qui étaient un petit peu variées aussi. Donc voilà, donc je vais retourner dans mon dossier sur la boîte mail pour les questions. Donc voilà, je citerai les prénoms quand il y a les prénoms. Ok, donc la première question, alors je sais pas, très honnêtement, je vous le dis, je sais pas si je vais mettre tout, je vais commencer, mais je sais pas si je vais mettre tous les screens de toutes les questions, je sais pas si je vais avoir le courage de faire ça, mais je vais en tout cas en mettre quelques-unes. Alors la première question, une question de Kevin. Bonjour Gabriel, voilà mes questions pour la FAQ. Y a-t-il quelque chose que tu regrettes dans ta vie d'avant quand tu habitais en Belgique et que tu n'avais pas encore atteint autant d'objectifs ? Quelles sont tes visions dans 5 ans pour les différents aspects de ta vie? Je profite de ce mail pour te remercier pour toutes tes formations, tes vidéos YouTube et tout ce que tu fais en général. Ça a un impact très positif sur ma vie. Kevin, bonne fête Kevin. Ok, alors la première question, y a-t-il quelque chose que tu regrettes dans ta vie d'avant quand tu habitais en Belgique? Objectif, non. Voilà, j'ai pas quelque chose que spécifiquement pour ce moment-là que je regrette. Quelles sont tes visions dans 5 ans pour les différents aspects de ta vie? Alors il faut savoir que moi, maintenant, la façon dont je raisonne, c'est vraiment, et d'ailleurs je vous en reparlerai aussi, puisque la semaine prochaine je vais faire une vidéo sur mes objectifs, c'est sur cette idée des 1000 jours. Moi c'est un truc c'est-à-dire que moi ce qui m'inspire pas par définition, c'est comment tu vois ta vie dans 10 ans, comment tu vois ta vie dans 20 ans. Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est vraiment pas quelque chose qui m'inspire. C'est pas quelque chose dans lequel je me sens en tout cas, voilà, et que je me sens qui me donne vraiment des idées. Par contre, les 1000 jours, c'est quelque chose qui vraiment me parle, ces 1000 jours. Parce que je trouve que 1000 jours, donc ça fait environ 3 ans, enfin je dis 1000 jours, en fait c'est 3 ans, donc c'est 1095, je crois exactement, enfin ça dépend des années, si c'est une année bissextile ou pas, mais je crois que c'est voilà, un petit peu moins de 1100, mais 1000 jours, voilà, parce que ça sonne bien 1000 jours, mais dans cette idée des 1000 jours, je trouve que c'est génial parce que c'est suffisamment court, suffisamment long, et donc moi j'ai fait un plan, c'était début 2018, des 1000 jours. Dans ce plan il y avait plusieurs choses, et une des choses c'était d'être résident sud-coréen à la fin des 1000 jours. Donc j'ai réussi un petit peu avant parce que j'avais fait le calcul, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en juillet, donc je crois que c'était 900 quelque chose, 920, 940, je sais plus, un truc comme ça, enfin j'avais en tête, j'ai oublié. Donc voilà, ça j'ai réussi, et puis il y a d'autres choses que j'avais mis dans ce plan des 1000 jours, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dans mon plan des 1000 jours, si vous voulez, il y a eu, je dirais que le fait de devenir résident sud-coréen était beaucoup plus énergivore, a été beaucoup plus intense que ce que je pensais. Donc à un moment donné, j'ai dit ok, je vais mettre toute mon énergie là-dessus, je l'ai fait, et maintenant je dirais que sur la prochaine année, donc je pense que je vais vous en reparler la semaine prochaine, la prochaine année, donc environ les 365 prochains jours, 350 prochains jours, enfin voilà, un peu plus, même 400 jours, je vais en fait finir ce plan des 1000 jours, voilà, je vais finir ce plan des 1000 jours, je vais vraiment bien faire les choses, donc je vais le finir. Et parce qu'il y a quand même pas mal de choses, et je pense que ça va aussi me demander du temps. Et puis quand j'aurai fini, et justement, enfin j'en reparlerai aussi, ce plan des 1000 jours, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'avoir de l'intensité, c'est vraiment d'être inspiré, c'est pas forcément d'avoir tout réussi en 1000 jours, on n'a pas toujours tout réussi en 1000 jours, parfois c'est avant, parfois c'est après, mais c'est vraiment pour à quel point ça peut vous aider à vous dépasser. Donc voilà, donc il y a des choses que je veux finir, et ça va être surtout ça en 2021, et je pense début 2022, ça va être ça, finir ce plan des 1000 jours. Donc voilà, alors je sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, mais voilà, en tout cas c'était ce que j'avais envie de répondre. Question suivante, question de FB. Arrives-tu à bien t'intégrer et à te faire des amis en Corée? Ouais, très sobre comme question. Ben oui, écoute, franchement ça va. Moi je pense que c'est pas, c'est-à-dire que
je pense que c'est pas aussi compliqué que ce que beaucoup de gens disent. Il y a des petites adaptations à faire, mais très clairement, je crois, à mon avis, je pense que la problématique, c'est que si quand tu es en Europe, bah, socialement, c'est pas ça, c'est pas parce que tu vas venir en Corée, ça sera plus compliqué forcément de t'intégrer en Corée ou de t'intégrer au Japon, parce qu'il y a quand même des différences culturelles. Maintenant, je pense que si socialement, voilà, si socialement tu développes tes compétences, concrètement, c'est plus si socialement tu développes tes compétences, voilà, ça ira. Maintenant aussi un conseil que je peux vous donner si vous arrivez dans un pays étranger, notamment dans un pays étranger où il y a une différence culturelle, c'est plutôt de viser les relations de couple que de viser directement le cercle social. Moi, je trouve que c'est plus facile. Alors quand je dis relations de couple, je vous dis pas de vous marier, voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer quand on a une relation de couple, c'est-à-dire quand on a quelqu'un finalement où ça semble logique qu'on voit cette personne-là, qui peut aussi en même temps nous permettre de mieux comprendre la culture, qui peut aussi nous présenter à ses groupes d'amis. Donc c'est beaucoup plus simple de faire ça que de directement intégrer des groupes sociaux. Donc voilà pour voilà ce que je pense pour cette question. Ensuite, question de Chloé. Bonjour Gabriel, j'ai plusieurs. Oula, il y a pas mal de questions. Alors, bonjour Gabriel, j'ai plusieurs questions. Alors, je ne sais pas si tu choisiras l'une d'entre elles, mais j'essaie. Quel âge as-tu? Alors, je vais pas toutes les lire, parce que, enfin, je vais toutes les lire, mais au fur et à mesure. Quel âge as-tu? Peux-tu au moins donner une fourchette? Alors, je ne sais pas c'est quoi ce truc de l'âge, en fait, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. Et ce qui est assez marrant, c'est que la dernière fois, je me suis rendu compte, enfin c'était il y a quelques mois, je me suis rendu compte que quand je tapais Gabriel Clément sur Google, il y avait Gabriel Clément âge qui ressortait. Je ne sais pas pourquoi les gens, voilà, c'est trouvable sur mes vidéos et sur une fourchette, j'ai entre 20 et 60 ans, bon, okay, j'ai entre 25 et 35 ans. À quel âge as-tu décidé de te reprendre en main? Alors, à quel âge j'ai décidé de me reprendre en main? En fait, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que moi, il y a eu beaucoup de fois où j'ai décidé de faire des choses. Je vous l'explique souvent, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai décidé de faire des choses, puis je commençais, j'arrêtais. Donc j'ai vraiment été dans cette spirale. Ok, je fais les choses maintenant, et puis je commençais, et puis j'ai arrêté pendant 6 mois, 1 an, et puis ok, je fais les choses maintenant, et puis j'ai arrêté. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a été très présent chez moi. Si je devais donner 2 dates très précises, je dirais, je sais pas en fait s'il y a vraiment 2 dates très précises. Je pense que la première date vraiment où il y a eu vraiment une première prise de conscience, je dirais, c'est quand j'ai eu 17 ans et que je me suis dit ok, j'ai pas envie de faire 40 ans toujours puceau 2 et donc voilà, il faut que je me prenne en main socialement et par rapport à, enfin voilà, il faut que j'ai une copine tout simplement. Et je dirais qu'ensuite évidemment le majeur, la date définitive, je dirais, c'est août 2014 quand j'ai commencé à mettre en place des habitudes. Après, à partir de combien de temps après le lancement de ton business en ligne as-tu pu en vivre décemment? Alors, j'ai lancé mon premier business en ligne. La première vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises, elle a été mise en ligne. C'était sur YouTube. J'avais fait un blog et sur YouTube aussi. Donc, la première vidéo, elle a été mise en ligne. Je crois que c'était 20 février 2015, je crois. On peut dire que c'est le lancement. Et j'ai réussi à en vivre, donc j'ai réussi à en vivre décemment, j'ai passé les 1000 euros, donc c'était en novembre 2015 et ce mois-là j'ai gagné un peu plus de 1200 euros par mois et après je suis resté au-dessus des 1000 euros, donc on va dire ça fait de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc 9 mois environ, voilà 9 mois, il m'a fallu 9 mois. Quel a été ton déclic pour partir en Corée? Quel âge avais-tu quand tu y es allé? Décidément, là, c'est obsession. Comptes-tu y rester ou as-tu envie d'aller ailleurs? Penses-tu un jour revenir en France? Alors, quel a été ton déclic pour partir en Corée? Alors c'est le déclic, je sais pas si c'est le déclic pour partir en Corée, c'est juste que je me suis dit qu'à un moment donné, si je le faisais pas, je le ferais jamais, quoi, tout simplement. Donc il était temps de le faire. Quel âge avais-tu quand tu y es allé? Alors c'était en octobre 2018, donc j'avais 2 ans de moins que maintenant. Comptes-tu y rester ou as-tu envie d'aller ailleurs? Non, j'y reste, voilà, je suis résident coréen, là je n'ai pas d'objectif, enfin là pour les, on va dire, bon alors après, bon, mais enfin je pense que pour les 7 à 10 prochaines années, je resterai résident coréen. Penses-tu revenir un jour en France? Non. Ensuite, avec ton rythme de vie, as-tu déjà eu des fatigues physiques et ou morales tellement intenses que tu as dû attendre plusieurs jours, semaines avant de t'en remettre? Je parle de lorsqu'on va vraiment au-delà de ses limites sur une période plus ou moins longue, au point que le corps et l'esprit ne suivent plus.
Non, en fait, non, j'ai pas vraiment eu, enfin, depuis 2014 que je me suis vraiment mis intensivement à ça, j'ai pas eu de moments où j'ai eu des moments difficiles, mais j'ai eu des moments, ouais, j'ai eu des moments challenging, mais j'ai pas eu des moments où j'avais tellement poussé. C'était plus par le challenge que c'était difficile que des moments où j'avais tellement poussé. Je pense qu'on a une fausse idée, vraiment, ça me fait penser que les gens ont une fausse idée de moi, en fait. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant, et ça, c'est la puissance des associations, en fait. C'est vraiment la puissance des associations. Bon, je prends un peu de temps pour cette vidéo, hein. Très clairement, je prends un peu de temps. Voilà, je sais que c'est vraiment les gens qui me suivent vraiment qui vont regarder, hein, les gens qui ont envie d'en savoir plus, mais voilà, je vais plus le faire dans cette optique-là. Mais donc je vais un peu, un peu partir à droite à gauche. Moi, je pense vraiment que les gens font des associations et comme je vous disais, je vous en parle régulièrement, c'est-à-dire que comment faire en sorte que les gens vous voient comme quelqu'un de sociable très facilement? Vous arrivez dans une soirée, vous parlez à 2-3 personnes pendant les 15 premières minutes. Même si vous êtes la personne la plus réservée de la planète, tout le monde va penser, si les gens ne vous connaissent pas avant, que vous êtes sociable. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous êtes régulier, donc que vous faites des choses régulièrement et que vous vous levez tôt le matin, les gens ont l'impression que vous êtes quelqu'un qui travaille comme un fou, qui passe à l'action comme un malade, etc., etc. Oui, je travaille, oui, je passe à l'action, mais voilà, j'ai quand même des journées qui sont pas non plus hallucinantes, quoi. Donc j'ai pas de quoi honnêtement me pousser dans des retranchements qui feraient que voilà, je vais pas, enfin voilà, je vais être dans un état où je peux plus rien faire pendant 2-3 mois. Et puis aussi, ce qui est très très important, c'est que moi, cette notion de burn-out, c'est qu'à partir du moment où vous faites des choses qui vous inspirent, des choses voilà, qui sont vraiment importantes pour vous parce que ça vous inspire vraiment, il y a du challenge, mais il n'y a pas de burn-out. Pour moi, le burn-out, il vient, il vient souvent quand on fait des genres. Ça peut arriver, il y a des gens qui sont capables de se pousser dans les retranchements, mais je pense dans la majorité des cas, ça vient avant tout de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Sinon, comment fais-tu pour connaître tes limites? Bah, je connais mes limites assez facilement, c'est-à-dire que quand mon corps me dit quand je suis malade par exemple, ou quand mon corps me dit ok, par exemple hier après-midi, je commence à me sentir, enfin voilà, je me sentais un petit peu moyen hier après-midi, bah voilà, j'ai rien fait tout simplement, je me suis reposé. Donc le plus simple, c'est quand tu es fatigué, tu te reposes, quoi. Voilà, à partir du moment où tu as une bonne hygiène de vie, ton corps il te le fait sentir. As-tu des regrets dans la vie? Si je devais avoir un regret vraiment, c'est d'avoir trop attendu pour faire certaines choses, et donc c'est vraiment cette notion du temps, quoi. C'est-à-dire voilà, le seul regret, c'est de pas avoir fait ce que je fais maintenant il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, parce que là j'aurais des résultats qui seraient complètement hallucinants. Quels sont tes objectifs actuellement? J'en reparlerai la semaine prochaine dans une vidéo. Y a-t-il un métier autre que le coaching qui t'attire? Actuellement non. Quelles sont les choses, même si je ne me vois pas vraiment comme un coach, plus comme un créateur de contenu, j'aime pas ce mot coach, m'énerve parce que qui dit coach dit certification, etc. Et j'aime pas cette idée, j'aime pas quand on pense que parce qu'on a une certification, on est, voilà, pour moi on peut faire des choses, on peut aider les gens par son expérience, par les résultats qu'on a eus, et pas parce qu'il y a quelqu'un qui a une certification qui vous donne une certification. Quelles sont les choses que la vie t'a appris que tu aurais aimé savoir à 20 ans? Quelles sont les choses que la vie m'a appris que j'aurais aimé savoir à 20 ans? J'aurais aimé savoir que j'étais vraiment drivé par le succès et que ce qui me plaisait, c'était de transformer ma vie. C'était ça que je voulais faire, c'était de me dire quelque chose dans ma tête et de le mettre dans la réalité. Comment choisis-tu les personnes qui t'entourent? Je choisis les personnes qui m'entourent avec des gens qui, premièrement, sont compatibles avec moi et qui surtout sont des gens qui ont la même vision que moi, c'est-à-dire des gens d'une vision d'évolution, que c'est possible de changer, que c'est possible d'atteindre des grandes choses dans sa vie. Voilà, je dégage systématiquement les gens qui pensent l'inverse, que c'est pas possible de changer, qu'il faut subir sa vie, etc., etc. Voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Effectivement, c'était pas mal. Merci pour ce que tu fais et merci à ton équipe. Bonne soirée, Chloé. Ok, merci Chloé. Alors ensuite, Boris. Salut Gabriel, je travaille aujourd'hui et depuis 2 ans dans un travail qui ne m'épanouit pas tant que ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre non plus. Quels conseils peux-tu me donner? Comment tu agirais toi? Merci pour tes vidéos et tous tes conseils. C'est assez simple, hein, Boris, en fait, puisque moi j'ai vécu exactement la même situation. C'était il y a un peu plus de 5 ans en arrière. J'étais dans un travail qui ne m'inspirait plus, que je voulais plus faire, j'avais plus envie de faire ça, voilà. Et donc tout simplement, je me suis dit quelle est l'idée que j'ai actuellement? C'était la création de contenu, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors je t'avoue qu'au départ, voilà, je me disais très souvent est-ce que je vais continuer à faire ça? Est-ce que c'est vraiment pour moi? C'était pas l'idée de ma vie, quoi, mais je me suis accroché à l'objectif et je me suis engagé sur cet objectif et j'ai réussi. Et avec le temps, j'ai commencé à développer pas une passion, j'aime pas ce mot passion, mais j'aime vraiment ce que je fais et surtout ça me permet, ça me permet de faire, c'est un outil aussi qui me permet de faire pas mal de choses dans ma vie, aussi de passer des idées, d'aider d'autres personnes.
Donc voilà, maintenant je peux dire très clairement que j'adore ce que je fais. Donc mon conseil, c'est un petit peu toujours, je pense toujours le même, c'est-à-dire que il faut faire avec la meilleure idée que tu as actuellement et surtout s'engager très fort. C'est-à-dire que il y a un truc que je dis souvent, qui est un truc super utile à faire et que je sais que quasiment personne ne doit faire, c'est le fait de noter ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, au quotidien, passent énormément de temps, soit à se poser des questions, soit à faire des choses qui vont les mener nulle part. Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps ? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on est vraiment très exigeant au niveau de ses objectifs, au niveau des choses qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on va se dire, par exemple, oui, si je passe du temps sur un objectif, il faut que cet objectif me parle absolument, il faut que ce soit quelque chose que je sois sûr que je veuille faire, etc., etc. On est très exigeant sur le temps qu'on passe pour les choses qui potentiellement peuvent nous amener quelque chose dans notre vie. Alors qu'on n'est pas du tout exigeant sur le temps qu'on passe à regarder la télé, sur son fil d'actualité Facebook ou tout ce genre de choses qui, là on en est certain, nous amènent rien dans notre vie. Donc c'est ça en fait le switch à faire, se dire ok peut-être que c'est pas la meilleure idée, peut-être qu'au final je vais même pas le continuer, mais en tout cas ça va me permettre d'avoir des informations sur moi, de développer des compétences et d'avancer. Donc clairement, quelle est la meilleure idée que tu as actuellement? Tu t'y engages à fond, tu fais ça pendant 1 an et ensuite dans 1 an, tu vois, si tu t'y es engagé à fond, tu auras forcément des informations. Nicolas, bonsoir Gabriel. Tout d'abord, je souhaitais te remercier pour ton contenu et ton retour aux vidéos quotidiennes me fait également plaisir. Cool. Pour en revenir à la question que je me pose actuellement, ça concerne l'acquisition d'une audience quand on lance une newsletter. As-tu des pistes pour créer une audience à partir de zéro en créant seulement une newsletter sans chaîne YouTube ni rien d'autre? Merci d'avance. Ok. Pour créer une audience sans alors en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à la base. C'est-à-dire que quand on veut réussir dans la création de contenu, c'est acquisition, engagement, conversion. Donc, si ici si ta question ici elle revient sur l'acquisition, en fait ça dépend de pas mal de facteurs, c'est-à-dire que là j'ai pas vraiment suffisamment de choses pour te répondre. Si tu as déjà un engagement qui est très fort, c'est-à-dire que si tu as un produit ou une philosophie, un ensemble de produits, enfin si tu as quelque chose qui fait que vraiment quand les gens vont le voir, il y a un fort engagement, c'est-à-dire que si sur l'engagement c'est déjà très très bon, alors à ce moment-là, te pose pas tellement de questions, fais de la publicité. Voilà, tu peux faire de la publicité. Maintenant, la vraie problématique, c'est que si t'as pas un engagement qui est fort, c'est-à-dire que finalement tu sais pas tellement ce que tu veux vendre, tu sais pas tellement de quoi tu vas parler, tu sais même pas si ça fonctionne, tu sais même pas si ça convertit, et que tu veux pas créer l'audience de façon organique, bon bah là aussi c'est possible, mais c'est-à-dire que ça va tu peux donc encore la réponse c'est la publicité. Alors après, tu peux toujours essayer de faire des choses un petit peu plus exotiques comme des blogs avec des articles invités ou alors tu peux essayer de faire moi ça me semble quand même moi je pense qu'il vaut mieux aller droit au but et si tu veux vraiment juste avoir une newsletter, passer par la publicité. Mais évidemment, si t'es pas sûr que ton offre engage et convertisse, bah ça va te prendre plus de temps, plus d'argent surtout. Voilà. Donc la question c'est surtout ça. Et en fait après, c'est pareil, c'est-à-dire que là j'ai tellement peu d'informations que c'est quasiment impossible de te répondre, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'audience gratuite, c'est aussi très intéressant quand tu veux trouver ta propre formule, en fait. C'est-à-dire quand tu sais pas exactement au niveau de ton engagement comment ça va fonctionner, le gratuit te permet de trouver ta propre formule et quand tu as une formule qui fonctionne, après là, tu peux le faire de façon plus exponentielle avec la publicité. Ensuite, Marie-Catherine, hello Gabriel. Pourquoi as-tu changé souvent de Airbnb sur Séoul? Mauvaise expérience, envie de tester plusieurs quartiers. Question très intéressée. Merci pour tout Marie-Catherine. En fait, j'aime pas réserver un appartement plus d'1 mois. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que je me dis toujours, je sais pas tellement dans quoi je vais tomber, parce qu'en fait, vous le savez peut-être si vous avez si vous avez fait du Airbnb, même pour les vacances. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que c'est assez marrant. Je trouve que les gens sont vachement plus cool dans leurs commentaires quand ils notent du Airbnb que quand ils notent des hôtels. C'est-à-dire que dans des hôtels, des fois j'ai été dans des hôtels avec des prestations incroyables et vous avez des commentaires qui sont ultra durs, alors que j'ai été dans des Airbnb où franchement c'était pas terrible et il y avait plein de commentaires où ils disaient c'est génial, c'est magnifique. Donc c'est difficile de se faire vraiment une bonne opinion sur le Airbnb, surtout que maintenant il y a de plus en plus de gens après c'est normal, hein, c'est le jeu, mais qui font faire des photos par des professionnels avec un appareil, un objectif grand angle, et donc ça vous donne des photos qui sont vraiment, qui sont pas forcément tout à fait conformes à la réalité. En plus, le quartier, c'est aussi difficile de savoir exactement où est-ce que vous allez être, donc c'est pour ça que tous les mois en moyenne je changeais. Ça me permettait, si j'avais une mauvaise surprise, que ça soit pas une mauvaise surprise qui reste très longtemps.
Ensuite, une question de Pauline. Salut Gabriel, je t'envoie ce message, ok, participer à la FAQ. Ma question, qu'est-ce que tu ferais dès demain si tu avais un budget illimité, c'est-à-dire plus aucune limite de temps ni d'argent? Quelle serait ta première action? Voilà pour ma contribution au début de semaine, Pauline. Ni de temps ni d'argent. Si j'étais immortel, en gros, c'est ça ta question. Si j'avais, si j'avais argent illimité et si j'étais immortel. Si j'étais immortel, je sais pas ce que je ferais hein, si j'étais immortel. Bah, je pense qu'honnêtement, objectivement, alors, la question de l'immortalité, je me la suis pas vraiment posée, objectivement. La question de l'argent, par contre, oui. Je pense pas que je ferais vraiment différemment actuellement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit déjà dans cette FAQ, je crois, moi, ma valeur, enfin, ce qui me drive vraiment, c'est d'impacter les gens et de créer du succès dans ma vie. Donc, je ferais sûrement la même chose, sauf que je le ferais d'une façon sûrement plus intense. Voilà. Très certainement plus intense, je pense. Et très certainement, je pense que la clé, si on est immortel, c'est surtout d'avoir des projets, quoi, parce que sinon, ça peut devenir lassant, j'imagine. Ensuite, François, hello Gabriel, j'ai une petite question un peu personnelle. Quand tu as abandonné ton groupe de musique il y a plusieurs années, pourquoi n'as-tu pas essayé d'en créer un autre? En gros, pourquoi as-tu laissé tomber la musique pour aller vers le coaching création de contenu? Alors déjà, j'ai pas laissé tomber la musique pour aller vers le coaching création de contenu, et c'est quand même passé, plus de 2 ans avant que je commence à avoir l'idée. Ensuite, pourquoi j'ai pas créé un autre groupe de musique? Alors déjà, il faut savoir que c'était quand même beaucoup un projet avec un ami, donc c'était un projet, je vais pas dire presque, c'était un projet presque affectif, hein, ce groupe de musique. Ensuite, moi je suis pas un compositeur, je suis pas un bon sens de la mélodie. Mon ami par contre c'était un excellent compositeur, enfin je trouve que c'était un excellent compositeur. Et j'ai vu à quel point c'était difficile quand on savait déjà composer, voilà ce que ça faisait de composer des bonnes chansons et le travail que ça demandait de composer des bonnes chansons. Et puis ensuite, surtout, c'est qu'après cette expérience, je me suis dit que je voulais faire un projet solo. C'est-à-dire que voilà, ça s'est terminé parce que voilà, mon ami justement, il est parti en Suède, vivre en Suède. Et donc je me suis dit que je voulais faire quelque chose où je serais plus, c'était surtout je pense ça aussi, je voulais faire quelque chose où je serais plus dépendant d'autres personnes. Voilà, donc je voulais que ce soit moi qui sois au rênes et qu'il n'y ait plus ce genre de problème qui se passe. Laurence, bonjour Clément, non c'est Gabriel, c'est pas Clément c'est Gabriel. Voici les questions pour 2021. Quelles sont tes intentions, rêves pour 2021 et que tu acceptes de nous partager? Alors moi je partage tout à ce niveau-là, enfin quasiment tout, il n'y a pas de problème, j'en parlerai la semaine prochaine. Comment as-tu fait concrètement pour apprendre une langue étrangère par toi-même? Alors quand j'ai appris l'anglais en fait, l'anglais j'ai pas vraiment, c'est-à-dire que ce que j'ai fait avec l'anglais en fait c'est juste simplement, j'avais déjà une base hein, parce que j'ai été à l'école et donc à l'école, si vous êtes français vous savez forcément, voilà on a quand même des heures d'anglais donc il y a quand même si voilà en cours c'était pas ça, il y a quand même des choses qui rentrent à la longue. Et puis, alors quand je dis une base, hein, j'avais 6 de moyenne en terminale, donc c'est quand même une base assez légère. Mais après, j'ai commencé à regarder, enfin moi le principal déclencheur, ça a été de regarder l'intégrale de Friends en anglais. Voilà, c'est ça qui a vraiment, parce que c'est des phrases simples qui reviennent tout le temps, ça m'a mis les structures dans ma tête. Et après, j'avais justement donc l'ami avec qui je faisais de la musique qui était très très bon en anglais. Et on a commencé à parler 15 minutes par jour ensemble en anglais. Et ça m'a vraiment débloqué. Et puis après, j'ai continué à progresser parce que j'ai commencé à voyager, j'ai voyagé tout seul. Et donc l'anglais, c'est quand même voilà, le moyen de communiquer par excellence quand on voyage. Et puis après, quand je me suis installé en Corée, au Japon, voilà, l'anglais aussi, si je parlais pas anglais aujourd'hui, voilà, je parle toujours pas très très bien coréen, je galère quand même beaucoup en coréen, donc c'est principalement en anglais. Et maintenant, comment j'apprends le coréen? Alors le coréen, je le fais d'une façon beaucoup plus systématique, c'est-à-dire que j'ai un peu retenu aussi mes erreurs de l'anglais. Et donc là, vraiment, cette année, là, il y a eu pas mal cette année 2020, ça aurait été une année où il y a eu pas mal vraiment ça a été assez compliqué quand même pour le coréen. J'avais bien commencé l'année, puis après, voilà, je me suis concentré sur d'autres choses. Là, vraiment, ça va être, je vous en parlerai bientôt du coréen. Donc, j'ai une façon assez systématique d'apprendre le coréen. C'est-à-dire que là, je sais que je vais me fixer un challenge de coréen à la fin de l'année, donc les septembre, octobre, novembre, je pense. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je pense que ça va être une vidéo assez longue. Ce que je fais en fait, c'est que j'apprends du vocabulaire, de la grammaire, enfin j'apprends du vocabulaire, des phrases et de la grammaire ensemble. C'est-à-dire que je fais une sorte de trio, c'est que j'apprends des mots de vocabulaire que j'insère dans des phrases que j'apprends qui me servent à apprendre des nouvelles structures grammaticales. Donc je fais les trois en même temps, ça me permet d'avoir du vocabulaire que j'utilise. Mon but c'est d'arriver à environ 1500-2000 mots de vocabulaire, actuellement j'en sais 700-800. Et donc après, une fois que j'aurai cette base là, c'est-à-dire que j'ai suffisamment à la fois de vocabulaire, de structure de phrases et d'éléments grammaticaux, parce qu'en coréen il y a un truc qui est super chiant en coréen, c'est qu'ils ont cette foutue tendance à
c'est difficile à expliquer, mais en gros, ils vont tout insérer dans le verbe. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes qui sont carrément insérées dans le verbe, où le verbe se transforme, et donc en gros ça fait que il y a beaucoup de choses où vous galérez si vous connaissez pas les structures verbales et à quoi ça correspond. Et donc après, une fois que j'aurai fini ça, je pense d'ici 6 mois, je vais me mettre l'après challenge où je vais parler comme un fou pendant 3 mois. Et je pense qu'après ça sera réglé. Ok, alors ensuite, je commence à fatiguer, je dois dire, là 28 minutes de vidéo. Question de Evelyne qui a gagné le concours d'ailleurs. Question, comment changer l'image que l'entourage a de vous, timide, paresseux? Merci. Alors, comment changer l'image? Alors déjà, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se dire je vais changer l'image que les gens ont autour de moi. Enfin, je sais pas si voilà, il y a des gens qui de toute façon ne changeront pas. Moi, je sais bien que même aujourd'hui, il y a des gens qui ont toujours la même image de moi, même si avec toutes les choses que j'ai accomplies, enfin en tout cas dont je suis fier d'avoir accompli. Donc je pense pas que ça soit une fin en soi. Maintenant, sinon, les résultats, tout simplement, avoir des résultats dans ta vie, il n'y a pas mieux que des résultats il y a pas mieux que les résultats. Ensuite, bon, allez, je vais prendre encore 3 questions et puis après je vais arrêter parce que voilà, là je sens que je commence à faillir. Question de Nikos, je crois. Alors, Aka, ouais, d'accord, il y avait bon, ok, je vais prendre les questions du deuxième mail parce qu'apparemment il m'avait envoyé 2 mails. Pourquoi ne pas vouloir vivre en France? Alors pourquoi ne pas vouloir vivre en France? Alors il y a 2 raisons pour le fait que je ne veuille pas vivre en France. Premièrement, c'est que j'aime pas vivre en France, tout simplement. Voilà, j'aime pas, je sais pas. Déjà j'ai associé. En fait, le truc c'est que ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis parti de la France pour la Belgique, et ça a été aussi le premier signe d'un redémarrage, et notamment d'un redémarrage social. Donc j'ai associé beaucoup de mauvaises choses avec la France, toute mon adolescence, etc. Donc déjà pour ça. Ensuite, je déteste cette idée de revenir en arrière. C'est-à-dire que je déteste cette idée de repartir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que, je déteste cette idée de me dire j'ai vécu dans un pays et je repars dans le pays précédent. C'est un truc que j'aurais du mal à supporter parce que, je sais pas, c'est sûrement moi, mais ça me donne cette sensation de repartir, d'aller dans le sens arrière, et c'est vraiment le sens dans lequel je veux pas aller dans ma vie. Et puis sinon, tout simplement, alors là c'est plus général, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup, par exemple ici ça fait 2 ans que je suis, alors ça fait pas 2 ans que je suis en Corée, mais 2 ans que je suis en Asie, et il n'y a pas une seule seconde où j'ai failli faire tomber mon téléphone, il n'y a pas une seule seconde où j'ai regretté d'être ici, quoi. Il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit la France me manque, quoi. Franchement, c'est pas une seule seconde, quoi. J'adore ici, j'adore la mentalité des gens, j'ai tout, voilà, ça me convient, et donc voilà, non, je ne retournerai pas en France. À quel moment as-tu eu ton plus gros déclic que tu as décidé de ne plus jamais vivre comme avant? L'année 2013, l'année 2013-2014, comme j'en parle souvent, c'est vraiment le moment où je me suis dit ok, maintenant je change et je change définitivement. As-tu des moments dans ta vie où trop de choses se passent en même temps? C'est mon cas. Comment gères-tu ça? Oui, tout le temps, très souvent, notamment ces 2 dernières années. Ça a été entre septembre 2019 et juillet 2020, ça a été la folie furieuse, franchement. Comment tu gères ça? En te concentrant sur le quotidien, en ayant toujours l'objectif, le cap, et ensuite en voyant jour après jour, quoi. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment quand il y a beaucoup de choses qui se passent et quand vous avez l'impression que les événements sortent de votre contrôle, se dire ok, où est-ce que je veux aller, et ensuite je me concentre sur aujourd'hui, juste aujourd'hui, et pas plus loin qu'aujourd'hui. Ensuite, Jean-Charles, bonjour Gabriel, dans ma vie j'ai beaucoup de choses à changer, mais je pense que pour jeter les bases d'un changement significatif et durable, il faudrait que je travaille sur mon mindset qui me semble la base pour ensuite m'ouvrir de façon plus naturelle et spontanée dans des contextes sociaux et sentimentaux. Ok, sociaux et sentimentaux. Ma question est donc la suivante: comment développer un mindset plein de convictions et qui tient sur la durée en vue d'améliorer des facettes de la vie quotidienne, sociale, sentimentale, organisation de journée? Merci à toi et d'avance de bonnes fêtes pour Séoul. Alors moi je vais te dire très franchement, Jean-Charles, je pense que le mindset est important, mais je pense que c'est pas une bonne idée de tout miser là-dessus et surtout forcément de commencer par ça. Je pense qu'il faut être beaucoup plus dans le concret et surtout si tu veux dans les contextes sociaux et sentimentaux, il faut commencer par prendre action, tout simplement. Il faut commencer par prendre action, te dire qu'est-ce que je veux exactement, fixer des actions pour y arriver et commencer là-dessus. Et le mindset, tu le travailles sur le chemin, mais c'est pas un préalable, quoi. C'est une mauvaise idée que le mindset, c'est même pas une mauvaise idée, selon moi, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais dans ma façon de voir les choses, c'est une très très mauvaise idée de voir le mindset comme quelque chose de comme un préalable pour passer à l'action.
Enfin, dernière question, Lucie, hello Gabriel. Alors, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je voulais te remercier pour ton contenu. Ça fait maintenant 4 ans que je suis tous les jours. Cool, super. Et bravo à toi pour ton évolution. Tu es une inspiration sans borne et j'ai mis beaucoup de choses en place dans ma vie grâce à toi et tes formations. Donc, merci. Super, Lucie, ça me fait vraiment plaisir. Ma question est la suivante. Comment as-tu géré le fait de t'éloigner de tes proches, famille, amis, etc. en partant vivre en Corée? Tu leur as dit, ok, je pars et c'est comme ça. As-tu rencontré des difficultés par rapport à ton entourage sur le fait de partir? Voilà, il y a plusieurs questions, mais difficultés entourage, vie en Corée pour résumer. Merci d'avance de ta réponse et bonne journée. Alors oui, ça n'a pas été facile de partir en Corée. Maintenant, voilà, bon déjà premièrement, c'était par rapport à mon entourage, par rapport à mes parents, c'est un truc que j'avais déjà fait. Donc voilà, j'étais déjà parti en Belgique, donc voilà, voilà, c'était un truc qui était fait. Enfin, qui savait que voilà, j'étais susceptible. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que j'en parlais aux gens. Enfin, avant de m'installer en Corée, j'avais quand même voyagé beaucoup au Japon, en Corée. J'avais peut-être fait 6-7 voyages les 2 dernières années. Donc bon, je pense que les gens savaient que j'aimais bien. J'en avais parlé aussi. J'avais dit que c'était ce que je voulais faire. Et après, sinon, sinon, j'ai pas comment. Enfin non, oui, voilà, non, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est. Moi, je pense, pour répondre à la question, que l'entourage ne va, il y a des gens qui n'ont pas compris, hein, bien sûr. L'entourage ne va pas forcément comprendre, mais après, ce qui compte, c'est ce qui est ici à l'intérieur de toi. C'est jamais un cadeau pour les autres. Et je parle pour la Corée, je parle quand je me suis installé en Belgique, quand j'ai arrêté mes études en droit, etc., etc. C'est jamais un cadeau que tu fais aux autres quand tu fais pas des choses qui sont importantes pour toi. À partir du moment où tu mets un plafond sur ta vie et que tu fais pas les choses qui sont importantes pour toi par rapport aux autres, c'est pas un cadeau. Voilà, c'est pas un cadeau parce que finalement, toi tu vas te sentir mal, donc les autres vont se sentir mal. Donc voilà, c'est juste, voilà, selon moi, il faut à un moment donné, il y a des choses. Vous savez, je pense qu'il y a vraiment 2 catégories de choses dans la vie. Il y a des choses où on peut faire les choses petit à petit, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire des choses petit à petit. Et puis il y a des choses, à un moment donné, il faut les faire. Voilà, à un moment donné, bam, il faut le faire. Moi, je suis pas un spécialiste de ça, très honnêtement. En général, j'attends beaucoup, trop, et donc voilà. Ça a été difficile, c'est difficile, et voilà. Et puis s'ouvrir au fait aussi que vouloir du succès dans sa vie, de toute façon, c'est difficile. Les gens qui disent que c'est pas difficile, c'est pas vrai, c'est difficile, c'est forcément difficile. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère, voilà, s'il y a toujours des gens qui suivent, voilà, je sais qu'il y aura peut-être pas énormément de gens, mais voilà, pour les gens qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un commentaire. Voilà, c'est Noël. Allez, sortez de votre réserve pour ceux qui mettent jamais de commentaires. Mettez-moi un commentaire en me disant, voilà, j'ai suivi la vidéo jusqu'au bout et ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo un petit peu spéciale. À demain et passez un bon réveillon de Noël. À demain, chaque jour compte.